Alors, comment je vais organiser ce petit temps de webinaire? Je vais d'abord commencer par me présenter de façon succincte, présenter mon parcours, ma pratique professionnelle sur le terrain. Puis, je ferai un point théorique sur les enjeux de cette pratique, en général, son histoire, ses valeurs, ses courants, ses démarches. Nous examinerons ainsi la cohérence qui existe entre cette pratique philosophique, les programmes scolaires et les objectifs de l'EMC, éducation morale et civique. Bien sûr, je vous parlerai d'amour et d'amitié. Comment ces concepts, finalement, traversent le temps et la littérature et comment nous permettent de penser le monde, de penser autrui et soi-même, finalement. Nous verrons aussi comment aborder ces deux notions avec les enfants. Je profite de l'occasion pour vous dire que ce webinaire s'adresse aussi bien aux enseignants qu'aux parents. Enfin, je vous présenterai quelques outils pratiques pour animer ce type d'atelier avec des exemples de thèmes, de supports et à titre d'exemple, quelques fiches de préparation. En revanche, à mon grand regret, nous n'aurons pas le temps d'entrer vraiment dans les détails pratiques de l'animation d'un atelier, car cela nécessiterait un webinaire à part entière. Enfin, de point en point, je vous proposerai des petites pauses si vous voulez poser des questions. Et à la fin de l'intervention, nous aurons, j'espère, aussi un moment pour un temps d'échange et une synthèse. J'espère sincèrement que ces éléments vous seront utiles si vous souhaitez vous lancer en autonomie dans ce type d'atelier avec vos élèves ou vos enfants, vos petits-enfants. Bien évidemment, ce webinaire ne remplace absolument pas une formation. Aussi, alors je vous propose de décliner cette intervention en suivant le cadenas suivant que je vous laisse découvrir. Alors, commençons donc présenter. Après des études de littérature, moi, j'ai consacré une partie de ma vie à enseigner le français et les lettres en collège et en lycée. Expatriée un temps au Maroc, j'ai eu aussi en charge pendant 4 ans des classes de primaire dans un groupe scolaire qui dépendait de l'AEFE, Agence française de l'enseignement à l'étranger, ce qui m'a aussi donné l'occasion de découvrir la littérature de jeunesse. Durant toutes ces années d'enseignement, moi, j'ai pu observer, tirer des textes littéraires que je faisais étudier à mes... C'était surtout par le travail sur le sens que je réussissais à les accrocher. Et parce que finalement, cette dimension philosophique se révélait un canal privilégié pour capter leur attention. C'est donc par un travail sur le sens que finalement, les élèves s'impliquaient davantage dans le travail. On le sait, la dimension philosophique de la littérature et du théâtre, de la poésie, est partout présente, partout puissante, et les passerelles entre ces disciplines sont nombreuses. En 2013, j'ai donc décidé d'expérimenter une nouvelle route en commençant une formation universitaire en philosophie pratique. C'est ainsi qu'en 2018, j'ai validé le diplôme universitaire en pratique philosophique avec les enfants et les adolescents sous la direction d'Edwige Chirouter à l'université de Nantes. Puis j'ai voulu poursuivre l'exploration de cette discipline à l'université Paris-Descartes avec un diplôme en philosophie pratique de l'éducation et de la formation sous la direction de Sophie Audidière et de Sébastien Charbonnier, entre autres. Parallèlement, j'ai débuté mes interventions philo à l'école et dans la cité. Par ailleurs, ce n'est pas non plus un hasard si les sujets de mes deux mémoires ont porté sur la dimension émancipatrice, voire politique de la pratique philosophique, avec tous les enjeux politiques qu'elle dévoile. Sans doute, mon engagement dans l'éducation populaire et politique a-t-elle trouvé une résonance. Je suis en effet engagée aux côtés des Francas, cette fédération d'éducation populaire qui est née en 1944 et au sein de laquelle il existe justement un très beau dispositif autour de la pratique philosophique que peut-être certains d'entre vous connaissent, c'est le dispositif Graines de Philo. Le projet Graines de Philo vise à intégrer une démarche à visée philosophique dans l'ensemble des pratiques éducatives. Cette démarche vise à favoriser une éducation qui permet de comprendre le monde, d'agir sur lui et de vivre ensemble de manière intelligente et apaisée. Car comme le souligne François Audigier, qui est chercheur à l'Université de Genève en didactique des sciences sociales, l'expérience ne se transforme pas spontanément en savoir explicite, en savoir maîtrisé. Il faut la lier avec des moments où elle est réfléchie, elle est reprise et analysée. Il est en effet primordial d'inviter les élèves, les enfants, à se poser de façon régulière pour des temps d'activité réflexive, des temps de pensée. Finalement, le monde de la philo avec les jeunes est petit puisqu'il se trouve que le président du comité scientifique de Graines de Philo n'est autre que Michel Todzi.
Au sein de ce comité, il y a aussi des personnalités comme François Galichet, Olivier Blon, Edwige Ruther, entre autres, dont les travaux en philosophie sont précieux. Les apports de Christian Budex sur la fraternité m'ont également beaucoup nourri, et je vous invite d'ailleurs à lire sa thèse. Mais pourquoi cet engagement auprès des Francas? D'abord parce que l'ADN même des Francas, qui est au cœur de l'éducation populaire, est de viser l'émancipation des jeunes avec un accent spécial sur ceux qui sont issus des quartiers défavorisés. Vous allez rapidement comprendre que les valeurs et les grands principes qui sont à l'œuvre dans cette démarche et les missions d'émancipation des Francas sont finalement relativement similaires. Aux Francas, notre mot d'ordre largement hérité des travaux du Brésilien Paulo Freire est « Ne me libère pas, je m'en charge », visée libératrice et émancipatrice de la pratique philosophique, mais aussi avec non seulement celle avec les enfants, mais aussi avec les adultes. Depuis environ 8 ans maintenant, je consacre l'essentiel de mon temps sur le terrain pour des interventions philosophiques, à l'école bien sûr, mais aussi dans la cité, dans des structures très diverses, structures médico-éducatives avec des jeunes ou des adultes, des jeunes travailleurs porteurs de handicap, dans des ESAT. Je travaille aussi en partenariat avec la protection judiciaire de la jeunesse, dans des unités éducatives judiciaires avec des jeunes mineurs délinquants, en milieu ouvert ou fermé. J'animerai demain d'ailleurs un autre webinaire à l'invitation de l'atelier Canopée Toulouse et Nîmes sur la pratique philosophique avec les jeunes délinquants. Parallèlement, il y a une dizaine d'années, j'ai fondé l'association L'Écume, qui est agréée depuis 4 ans par l'EducNat et au sein de laquelle j'anime des ateliers philosophiques et des ateliers théâtre. D'autre part, pour mieux situer mon engagement, je peux dire que je me reconnais et que je m'inscris aussi totalement dans le mouvement des NPP, Nouvelles Pratiques Philosophiques, ce mouvement qui ambitionne de démocratiser et de vulgariser la philosophie afin qu'elle infuse tous les champs de la société. Ceci étant posé, restons humbles et comme le disait notre ami Merleau-Ponty, la philosophie n'aide personne à résoudre les difficultés techniques de la vie active, mais enfin, si elle amène les hommes à les regarder et à en comprendre la portée et le sens, elle pourra leur être secourable. La question aujourd'hui, c'est de comprendre en quoi ces ateliers philo peuvent aider à reconstruire un lien qui semble s'être fragmenté, que d'aucuns appellent la crise de l'école, en aidant les élèves à penser par eux-mêmes, à développer leur esprit critique, notion d'ailleurs sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure. Et pour qu'ils s'approprient le pouvoir de penser le monde, de le nommer, de le décrire et de le changer s'il ne leur convient pas. Bref, de devenir des citoyens libres, responsables et éclairés. Alors commençons par la définition même du mot philosophie, puisqu'on le sait, en philosophie, les mots sont importants et leur clarification est un passage obligé. Examinons ce mot par son étymologie, par sa composition, par sa construction. Hop là, je change de slide. Voilà, on voit que le mot se décompose ainsi. D'abord avec philo, qui vient du grec philein, qui signifie amour et recherche, et de la deuxième partie du mot, sophia, sophie, qui vient du grec sophia, et qui signifie sagesse, vérité et connaissance. La philosophie, c'est donc l'amour et la recherche de la sagesse, de la vérité et de la connaissance. Ceci étant posé, voilà à présent quelques rappels théoriques sur la pratique philosophique. Il me semble essentiel de s'interroger sur les fondements de cette pratique, d'abord à travers son histoire, ses valeurs, sa démarche et ses liens avec l'éducation morale et civique. Alors, nul besoin de rappeler que ce sont l'UNESCO et l'Université de Nantes, sous l'impulsion d'Edwige Ruther notamment, qui portent depuis 2016 la première et unique chaire UNESCO au monde, spécifiquement consacrée à la pratique de la philosophie avec les enfants et les adolescents. Cette chaire, il faut le souligner, s'inscrit dans le mouvement plus large des nouvelles pratiques philosophiques, comme je vous le disais tout à l'heure, qui ambitionne de démocratiser la philosophie en l'extirpant de ses bunkers épistémologiques et en se débarrassant de son penchant naturel, peut-être, pour un certain élitisme, afin qu'elle se propage dans toutes les strates de la société, cela sans discrimination. Derrière ce mouvement aujourd'hui mondial, puisque 80 pays proposent aujourd'hui des ateliers de philosophie dès l'âge de 5 ans, il y a aussi, soulignons-le, la volonté de faire respecter d'une part le droit à l'éducabilité pour tous et de fait le droit à philosopher pour tous, de faire respecter éventuellement aussi la Convention internationale des droits de l'enfant qui fêtera le 20 novembre prochain sa 33e année,
et au passage d'appliquer tout simplement les préconisations du ministère de l'Éducation nationale. Alors, pour bien saisir les liens entre pratiques philosophiques, programmes d'éducation morale et civique et nouvelles pratiques philosophiques, examinons tout d'abord le préambule de cette charte UNESCO. On peut y lire l'actualité tragique partout dans le monde alerte les autorités publiques sur la nécessité d'éduquer dès le plus jeune âge les futurs citoyens et citoyennes à l'esprit critique, aux valeurs humanistes, à l'égalité entre les hommes et les femmes, à la nécessité d'un dialogue apaisé et respectueux entre toutes les cultures et de lutter contre finalement toute forme de dogmatisme. La chaire sur la pratique de la philosophie avec les enfants de 4 à 18 ans a pour objectif d'aider au développement de ces pratiques citoyennes par la recherche, la formation, la diffusion d'outils pédagogiques dans les écoles et la cité, et le dialogue entre les acteurs et les enfants du monde entier. Voilà, rappelons au passage qu'Edwige Ruyter, pour créer cette chaire UNESCO, a été soutenue, et c'était pas du luxe, hein, par Edgar Morin, ainsi que notamment par le très regretté Michel Serres, qui nous a quittés en 2019, et bien évidemment aussi par Michel Tozzi, didacticien et grand partisan d'une refonte de l'enseignement de la philosophie. Tous, avec beaucoup d'autres collègues qui se reconnaîtront, ont largement influencé ma vision de cette pratique, notamment en éclairant sa dimension politique au sens étymologique du terme. Regardons également, pour mieux saisir toute l'importance des visées de cette pratique, ce que Michel Tozzi en dit. Il nous dit, Michel Tozzi, qu'il ne faut jamais perdre de vue que la philosophie est d'abord transgressive du préjugé et de l'opinion, et que la démocratie a tout à gagner à faire réfléchir les jeunes le plus tôt possible à l'école, moi je rajouterai dans la cité, par une éducation à une citoyenneté réflexive dans l'espace public et scolaire qui la préservera des dérives possibles de la démocratie. Fin de citation. En effet, parce que dès qu'il commence à parler, l'enfant est capable de penser et d'organiser un raisonnement. Et puis c'est à l'adolescence que, on le sait, va se construire sa pensée propre, sa pensée autonome. Cette pensée, elle va se complexifier en même temps qu'elle va se singulariser. Finalement, développer une pensée personnelle constitue un formidable progrès dans la compréhension du monde et aussi un élargissement du champ de réflexion. Et l'atelier philosophique trouve là sa fonction première. Tout comme les prisonniers dans l'allégorie de la caverne, Platon nous enseigne que s'affranchir de ses croyances, de ses opinions, de ses schémas de pensée, sortir des ténèbres de l'ignorance et des préjugés, ben finalement, c'est pas une disposition toute naturelle chez nous les humains. Ça suppose souvent une douloureuse remise en question. Il s'agit de s'arracher à sa zone de confort pour aller chercher cette vérité, la confronter à ses propres croyances, la vérifier, la soumettre à la puissance de la démonstration dans une démarche scientifique, dirons-nous. Et cette pensée dite critique, elle va passer d'abord par l'examen de nos présupposés, de nos opinions, de nos idées reçues, et par la déconstruction de nos anciens schémas intuitifs. On peut dire, et c'est ce qui est remarquable dans sa visée principale, c'est que la pensée critique, c'est d'abord une pensée contre soi-même. Alors je pense qu'à force d'entraînement régulier et assidu, cette pratique peut vraiment s'avérer un formidable moyen de se défendre d'abord contre les fake news, les énoncés trompeurs, mais aussi contre toutes les formes irrationnelles de pensée. Alors quelle est la démarche? Eh bien, cette pratique s'inscrit résolument dans ce qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté, à la paix et à la démocratie. Elle veut transmettre les valeurs de notre République, mais sans tomber dans le catéchisme républicain ou la leçon de morale. Il va s'agir de permettre aux enfants, aux élèves, donc aux futurs citoyens, une véritable appropriation de ces valeurs, que sont la liberté, l'égalité, la fraternité, par un apprentissage de la pensée critique, pour les aider à mieux penser la complexité du monde. Et à ce titre, on le voit, l'enjeu est non seulement pédagogique, mais vous le voyez bien, politique. Mais on est bien d'accord, il ne s'agit en aucun cas de mettre en place un catéchisme républicain, des leçons de morale, mais vraiment de démocratiser une discipline trop souvent hermétique en offrant aux jeunes des outils d'autodéfense intellectuelle et un bagage culturel suffisant. Pour mieux cerner la cohérence de mon propos et comprendre les liens qui relient pratique philosophique, émancipation et objectifs de l'école, rappelons que cette ambition de développer la pensée critique des élèves dès la grande section maternelle est depuis 2015 inscrite dans les programmes
et notamment dans le préambule des programmes d'éducation morale et civique que je vous invite à lire ou à relire. On y découvre qu'il est également indispensable que tous les élèves soient invités à réfléchir sur des textes, sur des documents, à interpréter, à construire une argumentation, non seulement en français, mais bien dans toutes les disciplines, qu'ils soient entraînés à mobiliser leurs connaissances, leurs compétences, dans des situations progressivement complexes, pour questionner, pour rechercher et pour raisonner par eux-mêmes. On le voit, ces ateliers philosophiques sont en totale résonance non seulement avec l'esprit et la philosophie qui prévaut dans l'éducation morale et civique, mais également finalement dans l'éducation populaire et politique, et donc dans le dispositif Graines de philo des Franquins. C'est une ambition qui concerne tous les enfants, tous les élèves. Pour finir, n'oublions pas non plus que les axes principaux de ces programmes de MC se fondent aussi sur les grands principes et valeurs qui sont inscrits dans les grandes déclarations des droits de l'homme et dans la Constitution de la Ve République, ainsi que, on l'a mentionné plus haut, dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Voici un extrait d'EduScol, dans lequel on peut lire qu'il s'agit, dans les programmes de MC, d'aider l'élève, de l'accompagner à devenir un individu autonome, qu'il puisse s'exercer à penser et à agir par lui-même avec les autres pour pouvoir argumenter ses positions, ses choix. Également qu'il s'agit de travailler pour les enseignants, les animateurs, à former le futur citoyen, développer la raison critique, respectueuse des croyances confessionnelles, la liberté de conscience, en reconnaissant le pluralisme des opinions, des convictions, des modes de vie, finalement pour construire du lien social et politique. On retrouve donc dans ces programmes 4 dimensions fondamentales. D'abord, la dimension sensible, ou on peut appeler également la sensibilité, car il n'y a pas de conscience morale qui ne s'émeuve, ne s'enthousiasme, ne s'indigne. Et l'éducation à la sensibilité vise justement à mieux connaître, à mieux identifier ses sentiments, ses émotions, ceux d'autrui, à les mettre en mots et à les discuter. La deuxième dimension qui me paraît intéressante, c'est celle qu'on nomme la dimension prendre, et va discuter sur les choix que chacun rencontre dans sa vie, qui va apprendre finalement à appréhender le point de vue d'autrui. Et enfin, la dimension pratique, celle de l'engagement. Finalement, comme l'école doit permettre aux élèves de devenir acteurs de leurs choix et de participer à la vie sociale d'abord de la classe, de l'école et plus tard de la cité dont ils sont membres, cette dimension elle va développer l'esprit de coopération et de responsabilité vis-à-vis d'autrui. Alors, une tenue régulière de ces ateliers permet en outre aux élèves de construire toute une série de compétences, comme par exemple des capacités argumentatives plus fines, des habiletés de pensée, argumenter, problématiser, conceptualiser, interpréter, mais également des habitus démocratiques ou des habiletés sociales, et une écoute active. Il s'agit là de guider l'enfant à décrypter et à passer au crible toutes les infos qu'il reçoit en continu et en masse, mais aussi de l'aider à prendre conscience de la place qu'il occupe dans la cité, qu'il apprenne à parler en son propre nom, de sa propre voix, bref, qu'il apprenne à vivre et à agir en citoyen libre, responsable et actif. On pourrait donc synthétiser la philosophie qui est à l'œuvre dans le programme de MC en disant que l'éducation à la pensée critique, c'est avant tout un état d'esprit qui favorise l'écoute, la curiosité, l'autonomie, la lucidité et l'humilité. Je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Mais aussi un ensemble de pratiques. S'informer, évaluer l'information, distinguer les faits et les interprétations, confronter et évaluer ces interprétations. On le voit, les enjeux sont multiples. Car ici, l'objectif de l'éducation, c'est de rendre les jeunes capables de penser par et pour eux-mêmes. Et dans ce sens, il importe qu'ils s'engagent personnellement dans l'acte de penser et qu'ils construisent ainsi, avec le temps et la répétition, la puissance de produire eux-mêmes leurs propres résultats et leurs propres idées personnelles. Finalement, comme on apprend à marcher en marchant, on apprend à penser en pensant. Dans les deux cas, ce qui est central, c'est le mouvement. À ce titre, je reprendrai cette très belle métaphore de Matthew Lipman qui disait à propos de ce mouvement que c'est un mouvement qui ressemble à celui du voilier qui navigue d'une rive à l'autre et qui progresse vers sa destination finale. Alors l'intérêt de cette métaphore, elle tient en partie dans l'idée que la pensée d'un enfant
comme celle de tout être humain finalement, bien que apparemment libre, ne l'est pas forcément entièrement. En effet, lorsqu'on conduit des jeunes à s'engager dans un processus de recherche et d'investigation philosophique, eh bien, on les invite du même coup, nous dit à tenir compte des vents et des marées qui sont le lot de tout processus de recherche. En outre, l'important ici, nous explique Lippmann, ce n'est pas tant la destination que le voyage lui-même, car c'est surtout par lui qu'on va apprendre à naviguer avec la vie. En cela, je suis persuadée que la pratique philosophique est une véritable praxis, capable de modifier puissamment les rapports sociaux en construisant une action communautaire réflexive. Parce que, outre qu'elle invite au questionnement, elle développe aussi le goût du débat et la confiance dans l'intelligence et la capacité rationnelle que chacun possède. Finalement, c'est-à-dire qu'elle reconnaît que chacun de nous peut, grâce au développement de ses facultés, prendre du recul avec ses propres opinions. Et dans cet espace de pensée et de parole, eh bien, le jeune est invité à se confronter le plus qu'il le peut à l'altérité, entendre ce que dit l'autre et ne pas s'enfermer ni dans son ressenti, ni dans son seul point de vue. Finalement, leur apprendre à philosopher, c'est d'abord leur apprendre à douter. Et Kant le disait clairement, on n'apprend pas la philosophie, on n'apprend qu'à philosopher. Philosopher, c'est douter. Alors, autre point maintenant qui me semble essentiel de garder à l'esprit pour être en cohérence avec les principes, les valeurs et la démarche de cette pratique, il me semble qu'avant de se lancer dans un atelier de philosophique, et je vous assure que ce n'est pas une question anodine ou accessoire, il faut d'abord se poser la question de ce que c'est qu'une question philosophique. Parce que toutes les questions, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas philosophiques. Et pour que tous les ateliers philosophiques qui fleurissent actuellement ne se réduisent pas à des conversations de café du commerce, à des ateliers du bonheur, des espaces pseudo-thérapeutiques comme on peut en voir partout, hélas, et pour que ces temps où on va fabriquer de la pensée ne se réduisent pas à un simple catalogue de la redoute, de points de vue juxtaposés et déconnectés les uns des autres, posons-nous toujours cette question lorsque nous préparons nos séquences. Qu'est-ce qu'une question philosophique? Alors, une question philosophique, on pourrait dire que c'est d'abord une question qui concerne tous les êtres humains, et ce depuis toujours, parce qu'elle soulève un ensemble de problèmes et d'interrogations. C'est donc une question qui se pose à tout le monde. Nous sommes tous concernés par elle un jour ou l'autre. Elle peut aussi se poser à nouveau, car elle n'a pas de réponse définitive ou de solution unique, et qu'il y a un renouvellement toujours possible des réponses. C'est une question qui est importante, peut-être parfois urgente, car elle nous concerne de près ou de loin. Elle va procéder toujours par remise en question de ce qui est évident, banal, commun, communément admis, on va dire. Elle a inévitablement des conséquences sur la vie de tous les jours. Elle réclame forcément un engagement personnel, un effort d'argumentation et de réflexion. Et enfin, elle va viser à comprendre le sens de l'existence et la valeur de ce qui fait de nous des humains. C'est vraiment extraordinaire de constater à quel point les enfants, une fois qu'on a bien clarifié et défini cela en amont, lors par exemple d'une première séance d'introduction à la pratique, à quel point ils comprennent rapidement ce qui va distinguer une question philosophique, par exemple, d'une question technique ou d'une question scientifique, voire d'une simple question. Enfin, je terminerai ma petite présentation théorique avant d'attaquer la partie sur l'amour et l'amitié, par rappeler que dans la pratique philosophique, il existe 3 grands courants. Donc le courant psychanalytique ou méthode Axas, hérité de Jacques Lévin, qui était psychanalyste, c'est un courant qui va mettre l'accent, je cite Jacques Lévin, sur la nécessité pour l'enfant de se découvrir comme un sujet pensant, porteur en tant qu'être humain d'interrogations métaphysiques fondatrices de sa condition. À vos souhaits. Le deuxième courant, intitulé Éducation à la citoyenneté, est inspiré des courants Freinet et de l'éducation universelle, et il va insister sur l'aspect démocratique des échanges philosophiques, sur par exemple la mise en place de fonctions ou de métiers, j'y reviendrai, mais aussi sur les grandes exigences intellectuelles. Ce courant que j'utilise personnellement est inspiré de Mathieu Lippmann. Il a été retoqué, remanié et enrichi par Michel Tozzi, et au Québec par Michel Sasseville. Moi, je le mixe avec le troisième courant, qu'on appelle le courant philosophique, qui insiste bien évidemment aussi sur les habiletés de pensée et sur le fait que durant le débat, l'animateur est garant de, comment dirais-je, de toutes ces exigences et de toute cette rigueur intellectuelle.
La particularité de ce courant, très proche du deuxième, c'est qu'il s'appuie sur des supports inducteurs riches anthropologiquement. J'en reparlerai tout à l'heure. Alors maintenant qu'on a fait le point sur l'essence même de cette pratique, examinons en quoi mettre les enfants ou les élèves en activité réflexive, quel que soit le thème abordé, je dis bien quel que soit le thème abordé, permet finalement de lutter contre les préjugés dans lesquels ils se sont peut-être enfermés parfois, et comment il permet de mieux les identifier, ces préjugés, pour mieux les débusquer, pour mieux les déconstruire et les repenser par le crible de la raison. Oui, la question des préjugés est incontournable quand on cherche à aider les élèves à s'émanciper et à s'affranchir de toute forme de dogme ou de toutes les formes d'aliénation. Et cela, bien sûr, même quand on aborde la question de l'amour, car les préjugés sont partout dans la société. Nous-mêmes, adultes, nous en avons sûrement chevillé au corps et le plus souvent à notre insu et de façon inconsciente. Cette pratique sert donc, comme l'explique Michel Todzi, et je le cite, à éveiller la pensée réflexive en accompagnant les enfants pour qu'ils se posent eux-mêmes les questions existentielles qui les touchent, qui les intéressent et qui les affectent. Il s'agira ensuite de les accompagner, bien sûr, pour qu'ils trouvent d'eux-mêmes les réponses aux questions qui se sont posées. En deux mots, la DVP ou DVDP, discussion à visée philosophique ou discussion à visée démocratique et philosophique, servent à penser par soi-même en se débarrassant des préjugés d'abord, des opinions, pour accéder à une pensée rationnelle autonome. Fin de citation. Alors arrêtons-nous sur ces fameux préjugés que la pratique philosophique se propose de débusquer et de combattre. Pourquoi existent-ils? Comment les combattre? Que sait-on en fait finalement de ces préjugés dont on parle tout le temps? Eh bien, on dira que le préjugé, c'est un jugement positif ou négatif qui est formulé comme ça par anticipation et sans expérience préalable à propos d'un objet, d'une personne ou d'un groupe social. Il se confond d'ailleurs souvent avec ce qu'on appelle les stéréotypes, qu'il utilise effectivement. Le stéréotype consistant, lui, en une représentation plutôt simplificatrice et figée, qui sert à caractériser un groupe ou un objet. Alors, préjugés et stéréotypes ont évidemment des fonctions sociales qui ont été largement rappelées par les travaux de la psychologie sociale. Ils permettent d'apporter de la cohésion à une communauté donnée. Ils vont venir renforcer les identités de groupe en facilitant l'adhésion à un imaginaire collectif qui sera d'autant plus efficace qu'il sera simplifié. Regardez cette affiche, par exemple, sur le sexisme ordinaire. Ça illustre parfaitement le processus qui est à l'œuvre dans l'inconscient collectif. Car finalement, sous leurs abords naïfs, caricaturaux et parfois même humoristiques, les préjugés et les stéréotypes méritent d'être pris au sérieux. Ils sont des marqueurs de l'ignorance. Et finalement, de ce fait, ils constituent un obstacle à la pensée. Et au-delà, ils participent, sans conteste, des rapports sociaux fondamentaux que la science, comme la philosophie, se doivent de démasquer par le travail de la pensée critique. Car il faut savoir que notre pensée emploie spontanément des raccourcis. Alors c'est vrai, très performants certains, mais qui parfois comportent des erreurs typiques, désormais bien identifiées, qu'on appelle les biais cognitifs. Et ces biais cognitifs, c'est eux qui peuvent rendre certains discours absolument faux, très séduisants. Et c'est là qu'un défaut d'esprit critique peut devenir dommageable pour la société et pour la démocratie. Or, la philosophie nous invite à douter et à ne pas croire sans vérifier. Le philosophe Alain a même développé l'idée selon laquelle penser, c'est d'abord dire non. À cet égard, on voit bien qu'il s'agit d'une discipline qui s'inscrit dans une forme de démarche scientifique. C'est d'où est-ce que je sais ce que je sais. Et cette nécessaire rupture avec la pensée commune et ses préjugés s'inscrit, on le voit, au cœur de toute démarche philosophique, comme l'ont souligné Bachelard, Bourdieu, Paulo Freire, dont les travaux ont largement inspiré l'éducation populaire. Selon eux, le dévoilement des mécanismes cachés, aussi subtils soient-ils, qui circulent au travers des préjugés, est indispensable pour mener une réflexion précise et rigoureuse. Edgar Morin lui-même, dans son ouvrage Les 7 savoirs nécessaires à l'éducation du futur, paru en 2006, en parle très bien. Il écrit « Il faut développer les moyens qui visent à renforcer l'humain, afin qu'il possède une bonne connaissance de l'environnement dans lequel il vit, donc de la culture qu'il imprègne. Les discussions philosophiques avec des adolescents hébétés ou empêchés de penser constituent un moyen de penser la complexité du monde qui est le défi à affronter. Car, comme le disait Penn Harris,
quoi de plus violent que d'être limité dans sa puissance d'agir et de compréhension du monde? C'est très souvent soit parce qu'on n'a pas acquis les outils réflexifs nécessaires, soit parce que notre bagage lexical est trop limité et ne permet pas de déployer correctement sa pensée. Le philosophe Wittgenstein le dit aussi, lui. Il a dit les frontières de mon langage, les frontières de mon monde. Pour cela, nous chercherons toujours d'abord à développer l'esprit critique par un travail patient d'enrichissement du lexique. Je ne sais pas si c'est ma formation d'ancienne prof de lettres qui intervient ici, mais il me semble que cet important travail d'enrichissement du lexique et qui va se développer au fur et à mesure des séances d'ateliers de philosophie vont permettre vraiment aux élèves de pouvoir déployer leur pensée de manière subtile, nuancée et précise. Mais d'abord, alors là, pardon, sur le slide que vous voyez, j'ai oublié de noter que la citation venait d'Henri Pénarviz, un philosophe contemporain. Alors, revenons à cette notion d'esprit critique si souvent utilisée et employée. Pour développer cette disposition, nous travaillerons principalement sur la définition et par l'entrée étymologique. On voit ici que ce mot, critique, vient du latin criticus, lui-même issu du grec ancien kritikos. Le mot critique signifie être capable de discernement, de jugement. C'est un mot qui peut aussi être apparenté au mot crisis, qui veut dire crise, lui-même dérivé du verbe krinein, qui signifie séparer, choisir, décider, passer au tamis. Ainsi, être doté d'un esprit critique, c'est être capable de passer une chose au crible du jugement de façon éclairée. Pour développer cette disposition, eh bien, nous travaillerons principalement 4 grandes exigences intellectuelles qui finalement sont le socle de cette pratique. Alors, quelles sont-elles? D'abord, la problématisation. Je vous ai mis ici un exemple. On peut par exemple remettre en question ses opinions. On me dit qu'il ne faut jamais mentir, mais est-ce toujours vrai? On peut par exemple penser ses certitudes en termes d'hypothèses. Ça va être ici le rôle de la discussion contradictoire. On peut aussi interroger les présupposés d'une thèse. Si j'affirme que les fantômes sont méchants, je présuppose donc qu'ils existent. Je peux aussi montrer en quoi la question soulève un problème. L'amour, ça dure toujours? Ou interroger les enjeux de cette question pour la condition humaine, leur urgence existentielle. On va également avoir l'habileté de penser qu'on appelle la conceptualisation. On a ici un exemple sur la diapo. On va avoir une représentation initiale, exemple, la liberté, c'est faire tout ce que je veux. On va dégager les présupposés. Oui, mais est-ce que ce que je veux, c'est toujours souhaitable? Si par exemple, je décide de jouer de la batterie à 4 heures du matin, est-ce que ça ne va pas déranger un petit peu les voisins? Et on va ensuite, comment dirais-je, étudier, analyser les conséquences. On peut peut-être donc du coup porter préjudice à soi ou à autrui. Et puis on peut également extraire à partir d'une séance sur la liberté, je prends cet exemple, tout le réseau notionnel connexe en établissant des distinctions entre la liberté, le désir, la volonté, la responsabilité, le droit, etc. On voit dans la démarche conceptualisante, il s'agit, comme l'explique Michel Tozzi, de discuter une notion ou une question qui est la plupart du temps formulée de manière purement verbale et abstraite. Du coup, les participants vont échanger des arguments, des opinions qui émanent d'eux et qu'ils auront à justifier. Et la discussion va s'ordonner selon ce modèle purement verbal d'une discussion entre personnes qui se répondent, qui rebondissent sur les propos de l'autre, qui se critiquent, s'approuvent, échangent des idées, mais toujours dans une logique de moi avec autrui. On a autre habileté de pensée très importante, c'est l'argumentation, évidemment. C'est la plus facile à mettre en place et à acquérir pour les enfants. Elle va constituer, on leur explique. Oui? Oui? Voilà, il y a une question sur le lexique, donc voilà. Oui, il y a Nathalie qui intervient en disant qu'enrichir son vocabulaire pour affiner sa pensée, cela va à l'encontre de ce qui est fait dans la simplification des textes qui sont communs désormais dans tout ce que l'on propose aux élèves. Qu'est-ce que vous pensez de cette remarque? Est-ce qu'elle peut redire sa question? Mais
Je veux bien y répondre, mais j'allais bientôt proposer un temps de questions, mais enfin bon, on peut y aller quand même. Elle veut dire par là que dans les nouveaux programmes scolaires, on leur déconseille de. On y reviendra, je termine. Ouais, d'accord, merci. Donc je termine juste sur la conceptualisation, l'argumentation. La dernière habitude de pensée qui me paraît intéressante, c'est cette approche interprétative qui a été développée par François Galichet. Là, ici, en revanche, on a un objet, une œuvre d'art, une image, un texte, autour et à partir duquel on va discuter pour en proposer des interprétations plus ou moins divergentes. La relation, elle n'est plus duelle en fait ici, mais elle est triangulaire puisqu'il y a moi, il y a l'autre et l'objet que nous regardons ensemble et que nous observons pour justifier nos interprétations. La démarche philosophique va, selon François Galichet, acquérir ici un caractère expérimental, plus percutant, même si l'accent est souvent mis aussi sur l'esprit critique. Donc, je pense qu'on ne doit pas pour autant délaisser d'autres formes de pensée, comme l'explique par exemple les tenants du courant lippmannien à travers les propos de Michel Sasseville, qui lui a codifié deux autres formes de pensée, le développement de la pensée critique, certes, dans une recherche de vérité, mais également la pensée créatrice, enfin qu'il nomme la pensée créatrice, qui selon lui va permettre l'audace des hypothèses, qui va aider l'élève à sortir des schémas de pensée convenus, qui va l'inviter à oser l'aventure de l'investigation philosophique en construisant une pensée originale, audacieuse, personnelle. Et puis, il insiste aussi sur le fait qu'on doit aussi penser à travailler la pensée attentive. C'est celle qui développe toutes les bienveillances, les empathies émotionnelles, intellectuelles. Cette pensée qu'on appelle aussi le caring thinking est une pensée qui est soucieuse du poids des mots, de l'importance du dialogue entre les émotions et la raison. C'est une pensée empathique, préoccupée tout autant d'elle-même que de celle d'autrui. Une pensée qui va contribuer aussi peut-être à créer un climat de confiance indispensable dans une communauté de recherche. Climat si important aussi au moment où on veut proposer une idée innovante qui pourrait être rejetée justement parce qu'on n'est pas dans un climat sécurisé et que notre pensée est innovante. Comme je le dis souvent, nous ne sommes pas qu'un pur esprit. Quand on pense, eh bien, on sollicite aussi nos affects, nos émotions, nos sentiments et notre vécu. J'arrive bientôt à la fin de cette partie avec un petit mot sur l'estime de soi et la confiance, deux valeurs qui sont aussi travaillées de manière informelle pendant les ateliers philosophiques. Comment? Eh bien, quand on observe les élèves en activité, on est surpris de voir qu'ils possèdent déjà en eux la capacité de produire des idées. Hein, on voit bien que d'emblée, pour une grande partie d'entre eux, ils vont cibler tout de suite le dur de la condition humaine. Et ce faisant, en voyant leur pensée se déployer de plus en plus facilement, ils se perçoivent comme des êtres pensants. Et cela renforce leur estime d'eux-mêmes et leur confiance en eux. Parce que finalement, n'oublions pas que leur pensée, elle est, comme je le disais à l'instant, très souvent métaphysique, massive. À quoi ça sert de vivre? C'est quoi la mort? C'est quoi un ami? Qu'est-ce qui est juste? C'est quoi l'amour? À présent, je voudrais dire un dernier mot sur la métacognition. J'insiste là-dessus. J'essaye de l'inclure aussi dans ma pratique. Donc, la métacognition, on le voit, elle s'inspire avant tout des neurosciences. En effet, dans un travail d'atelier de philosophie, on peut inclure des éléments de métacognition. C'est une approche qui me paraît primordiale quand on cherche à atteindre une visée émancipatrice. En effet, quand on réfléchit, quand on pense, quand on raisonne ou quand on parle, on fait des actes cognitifs. Mais tout ce qui se rapporte à l'acte de pensée, finalement, c'est considéré comme de la cognition. Et on se retrouve dans cette approche cognitive. On va y retrouver la possibilité de faire des hypothèses, de dégager des conséquences, de fournir des critères, de synthétiser. Alors que quand on fait appel à la métacognition, on fait plus référence à un mode de pensée qui est différent. Je m'explique. Effectuer des actes métacognitifs, c'est faire un retour, la plupart du temps critique, sur la manière dont nous avons réfléchi sur un sujet et sur la manière dont nous y sommes pris pour résoudre un problème, pour répondre à une question ou pour arriver à telle ou telle conclusion. Ainsi, réfléchir sur l'acte de réfléchir
consistera à prendre le temps d'évaluer si les outils que nous avons utilisés sont correctement employés. Là, je vous ai mis quelques petits exemples sur la diapositive de travail métacognitif qu'on peut soumettre en cours de séance, parce que finalement, se questionner sur notre manière de penser, c'est un acte qui est lié à la fois à la dimension cognitive et qui va rendre le concept de démocratie moins abstrait, moins virtuel. Donc là, j'arrête sur cette première partie et effectivement, Isabelle, je peux proposer une petite pause s'il y a des questions. Oui, donc je renouvelle la question de Nathalie. Enfin, c'est plutôt une réflexion. Enrichir son vocabulaire pour affiner sa pensée, cela va à l'encontre de ce qui est fait dans la simplification des textes, pratique commune désormais dans ce qu'on propose aux élèves. Ah oui, ben bon, je l'entends et ça me désespère parce que moi je me rends compte tous les jours dans ma pratique de terrain que proposer des mots un peu élaborés, des mots un peu complexes et qui peuvent paraître en apparence, hein, je dis bien, d'un niveau trop élevé ou capté à l'âge des enfants, ben finalement, c'est peut-être ça que se situe l'erreur quand on propose des mots en leur disant bien évidemment que nous-mêmes à leur âge ne connaissaient pas ce mot, quand on note au tableau, quand on peut en définir la construction, eh bien, ils s'intéressent à ça. Alors peut-être qu'ils retiendront pas le mot, mais une fois, deux fois, moi je table et je vois dans les classes que je revois souvent, il y a quand même un enrichissement très net hein, du lexique. Ils se souviennent de certains mots, et puis ça rend leur pensée plus précise. Ce qui vraiment leur manque au départ, c'est bien évidemment les capacités orales pour s'exprimer devant un grand groupe. Ils sont rarement sollicités malheureusement par manque de temps pour s'exprimer de manière désintéressée, gratuite, hors temps scolaire finalement, sur des concepts abstraits. Quand on leur propose ça à travers les ateliers philo, ben, on s'aperçoit que oui, leur vocabulaire s'enrichit et que du coup, ça permet d'exprimer de manière plus précise leur pensée. J'espère que j'ai répondu à ta question, chers collègues. Donc, s'il y a d'autres questions. Non, c'est Nathalie qui complète son propos où en effet, très jeunes, les élèves aiment apprendre des mots complexes. Pourquoi donc alléger les textes? Cela les handicape pour exprimer leurs pensées. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te rejoins entièrement. Voilà, ce sont des décisions politiques. Ce sont voilà, des décisions politiques. Oui, la plupart des enseignants le savent. Au départ, peut-être vont être un peu désarçonnés quand ils me voient utiliser certains mots avec des cycles 2, par exemple, ou des cycles 3. Mais très vite, ils s'aperçoivent que finalement, très vite, les élèves adorent, s'approprient tout de suite ces termes. Ils n'ont aucun réflexe très très flou. Ou alors ceux qui font les programmes. Mais bien sûr que nous, pendant très longtemps, les professeurs des écoles, les enseignants, les instituts utilisaient des carnets de vocabulaire, non pas pour apprendre bêtement, pour apériquer des mots lexiques, mais en tout cas pour enrichir son bagage de psychiatre, ça me paraît tellement essentiel. S'il y a d'autres questions, je suis à votre disposition, alors on continue. D'accord. Alors on arrive dans le vif. Voilà. Là, on peut continuer. D'accord. Alors, on arrive dans le vif. Hein. On va maintenant qu'on a fait la petite partie théorique, mais s'il y a des parents qui se sont connectés ce soir et qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la pratique philosophique, il me paraissait absolument essentiel d'en passer par ce petit rappel. On va maintenant rentrer dans le vif, philosopher sur le concept de l'amour avec les enfants. C'est quoi l'amour et pourquoi, finalement, vouloir faire philosopher les enfants sur ce concept, des exemples dont on peut se dire qu'ils ne l'ont pas encore expérimenté, surtout s'ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. C'est quoi l'amitié? Certains pourraient objecter que de jeunes enfants ne sont pas capables, ne sont pas en mesure de réfléchir et de penser l'amour. Or, il faut bien comprendre qu'à travers les ateliers de philosophie qu'on propose, c'est avant tout, ce qu'on propose, c'est avant tout de vivre des expériences de pensée. Ainsi, personne n'est jamais revenu de la mort. Est-ce pour autant qu'on ne peut pas réfléchir à ce concept?
C'est pareil pour l'amour, c'est pareil pour l'amitié, c'est pareil pour beaucoup de choses. Par ailleurs, vous allez voir, comme je l'ai évoqué tout à l'heure au début de mon propos, ces deux concepts sont connectés avec un très grand nombre d'autres notions. En invitant finalement les enfants à réfléchir sur l'amour ou l'amitié, on est amené assez rapidement à aborder, selon les supports qu'on va utiliser, des notions philosophiques, celles de, par exemple, la liberté, l'honneur, la fraternité, le racisme, la tolérance, la connaissance de soi, la justice. On peut être amené aussi à réfléchir à ce que c'est qu'une famille, qu'est-ce qu'une famille, parce que l'amour c'est aussi dans la famille, à ce que c'est que l'engagement, l'amour d'une cause, la responsabilité, et encore bien d'autres notions connexes. Car l'amour ou l'absence d'amour finalement, elle est partout dans nos interactions humaines. Platon, le disciple de Socrate, le philosophe de l'amour, a écrit « Qui ne commence pas par l'amour ne saura jamais ce que c'est que la philosophie ». Amour de la sagesse ou sagesse de l'amour, il est bien question d'amour dans la philosophie. Et si la philosophie, comme le disait Casanova, n'a sans doute pas grand pouvoir sur l'amour, en revanche, l'amour peut nous aider peut-être à comprendre la philosophie. Pourquoi? Parce que l'amour, c'est notre but commun à tous, c'est peut-être apprendre à nous à mieux le connaître, à mieux le reconnaître, le comprendre et à le discuter à travers une réflexion collective. Quant à l'amitié, eh bien, elle constitue aussi une des grandes préoccupations quotidiennes des humains. Et on le sait, les enfants, comme les adolescents, expérimentent souvent ces deux relations avec beaucoup d'acuité, d'intensité et de fragilité. Ils attendent beaucoup de leur relation amicale, tout comme de leurs histoires d'amour, car ces relations jouent un rôle très important dans la construction de leur identité et dans l'estime d'eux-mêmes. L'amour comme l'amitié sont donc des expériences universelles, immenses, deux sentiments qui sont à l'origine de toutes nos actions, qui les impulsent, qui les parcourent, qui leur donnent leur densité. Aimer, c'est reconnaître en l'autre les centres d'intérêt, les affinités en commun, mais aussi les différences. En effet, très tôt, dès les premières interactions sociales, le petit enfant expérimente ces différentes formes d'attachement. Avec ses parents d'abord, ses frères et sœurs s'il en a, puis à la crèche, avec ses copains, à l'école, et plus tard à l'adolescence et dans la vie, de façon générale. Alors le mot vient du latin amor, il désigne l'affection, le désir puissant. Alors qu'en français, nous n'avons qu'un seul verbe, c'est le verbe aimer. Nos amis, les Grecs anciens, eux, avaient décliné cette forme d'attachement en plusieurs mots différents pour désigner un sentiment qui est, nous le savons tous, polysémique. Examinons comment nos amis les Grecs anciens envisageaient ces différentes formes de sentiments et quelles en étaient leurs différentes significations. Alors l'amour, ce sentiment abstrait et universel dont nous faisons tous un jour l'expérience ou la non-expérience, peut être interprété de tant de différentes manières en fonction du contexte et de la relation sentimentale. Il est donc essentiel de bien comprendre ce qui se joue quand on est amoureux, quand on aime, voire quand on manque d'amour. Dans l'Antiquité, les Grecs se sont donc attachés à distinguer conceptuellement toutes ces formes d'attachement. Un très grand nombre de récits ont été écrits pour dire cette diversité des sentiments, cette grande complexité. Les mythes fondateurs des textes les plus modernes, distinguer ces différentes formes d'attachement, c'est le postulat à toute investigation philosophique sur ce concept qu'est l'amour. Pour les Grecs, l'amour c'était le sentiment qui était responsable de nombreuses de nos actions, de nos décisions, de nos humeurs. Alors quels sont donc ces différents types de classifications qu'ils ont répertoriées? Eh bien, on trouve Eros, Chantier, Philia, Agapé, Ludo, et quelques autres. Examinons ici les plus courants. D'abord Eros, qui représente l'amour érotique, l'amour passionné. D'ailleurs donné l'adjectif érotique, connu. Dans la mythologie grecque, Eros est le dieu qui symbolise l'amour romantique, la passion et l'impulsivité. Les Grecs ont nommé Storgé l'amour fraternel, l'amour amical, l'amour engagé, c'est-à-dire un amour qui grandit avec le temps et qui est lié aux relations familiales et amicales, qui est aussi caractérisé comme un amour loyal, voire même protecteur. Philia, c'est l'amour qui existe entre les amis, l'amour du prochain. C'est une forme d'attachement qui recherche, je dirais, le bien commun, qui s'exprime à travers le respect, la camaraderie, la coopération, la solidarité. C'est une notion traditionnellement appliquée à Aristote, qui c'est le philosophe de l'amitié, qui symbolise pour lui l'amitié au sens le plus fort, incluant aussi bien l'amour des mères pour leurs enfants, l'amour entre mari et femme, l'amour paternel, fraternel, filial, mais aussi l'amour ou l'amitié entre deux amis. Et puis je finirai avec
agapé. Les Grecs appellent agapé l'amour le plus pur et le plus inconditionnel qui puisse exister. Sans doute peut-être l'amour pour Dieu, pour les dieux. Il s'agit d'un amour qui va nourrir, qui nous nourrit. C'est un amour généreux, conscient de ses devoirs, un amour profond, un amour spirituel dont la priorité est le bien-être de l'aimer. Un amour qui n'attend rien en retour, peut-être un peu comme celui d'un parent pour son enfant. Il s'agit de l'amour que l'on a pour une personne, un animal, mais aussi pour la nature tout entière, pour une divinité. Mais nous pourrions rappeler aussi la définition de l'amour chez d'autres philosophes plus contemporains. Alors j'en ai choisi un, parce que là c'est obtenu par le temps. J'ai choisi André Comte-Sponville. Dans son petit traité des grandes vertus, Comte-Sponville nous propose d'appeler l'amour de joie. En tout cas, pour lui, cet amour, il pourrait se traduire par ce qu'il appelle une déclaration d'amour spinoziste. Je suis joyeux à l'idée que tu existes. Ici, il s'agirait de continuer de s'aimer après ce qu'il appelle le printemps des couples, habité par la passion. Selon lui, il existe des couples qui ont su transformer la grande folie amoureuse de leur début en joie, en douceur, en gratitude, en lucidité, en confiance, en bonheur d'être ensemble, bref, en filia. Ainsi, on peut s'interroger sur cette idée que nous, les humains, nous ne cessons d'osciller, d'après Comte-Sponville, entre ces deux vérités. Je le cite. Il dit « Nous passons notre vie à naviguer entre le manque et la puissance, entre l'espoir et la gratitude, entre la passion et l'action, la religion de l'amour et la sagesse, entre l'amour qui ne désire que ce qu'il n'a pas, qu'il veut posséder, Eros, et l'amour qui a tout ce qu'il désire, puisqu'il ne désire que ce qui est, et dont il jouit, qui le réjouit, Philia. On voit bien le thème de l'amitié, lui, est aussi un thème riche et assez facile d'accès pour les enfants. Il va leur permettre, le thème de l'amitié, de réfléchir et de discuter entre eux à ce qu'est l'amitié, à distinguer et à conceptualiser les notions très voisines d'amis, de copains, en travaillant d'abord sur la nature profonde et la polysémie des mots. L'intérêt de ce thème, on l'a vu, repose sur sa proximité avec l'univers proche des enfants, qui dès 3 ans, on l'a dit tout à l'heure, expérimentent cette notion dans leur vécu quotidien et personnel. Puis, à partir de 7-8 ans et jusque dans l'adolescence, l'amitié avec ses codes, avec ses affres, sont fondamentales dans la construction du futur adulte. Avec des enfants et de jeunes adolescents, âgés de 6 à 13 ans par exemple, il s'agira à travers cette perspective de dépasser le cercle de l'expérience personnelle pour aller vers celui plus universel du concept même d'amitié. On pourra ainsi les amener à se questionner sur le fait que l'amitié, contrairement à l'amour, ne fait pas entrer la dimension du désir et du corps. Si deux amis peuvent éprouver de la tendresse l'un pour l'autre, et la manifester par des baisers, par des étreintes, il n'y a pas pour autant dans l'amitié ce sous-entendu charnel ou sexuel. On en profitera aussi néanmoins pour rappeler que pour ces deux sentiments, la racine du mot est la même. Mais alors que l'amitié suppose une réciprocité, l'amour, lui, peut être vécu seul et sans retour. L'amour peut conduire aussi à une officialisation par le mariage, ce qui n'est pas le cas de l'amitié. Pourtant, on peut avoir aussi qu'un pacte, un serment amical peut parfois être scellé entre les amis. Alors, ça ne sera pas un acte de mariage, mais ça pourra être une espèce de pacte tacite. Alors là, on essaiera d'amener les enfants à examiner ces deux sentiments finalement très proches peuvent déclencher indifféremment des disputes, des abandons, des trahisons et des jalousies. Ce qui va rester évident, c'est que l'amour, tout comme l'amitié, sont deux notions complexes et difficiles à définir. Alors l'occasion pour le plus grand, en cycle 3 au collège, c'est de découvrir peut-être l'amitié passionnelle qui exista entre deux philosophes français majeurs, Montaigne et La Boétie. Alors moi personnellement, j'aime bien leur raconter l'histoire de cette amitié unique et puissante. Joseph Michel de Montaigne, 1533-1592, connu en effet une très grande histoire d'amitié avec le jeune poète Étienne de La Boétie qu'il rencontra à Bordeaux en 1558. La Boétie, qui fut conseiller au Parlement de Bordeaux, de la Cour, est l'auteur, rappelons-le, du discours sur la servitude volontaire qu'il a rédigé alors qu'il avait 16 ans. Ce très beau texte est d'une très étonnante modernité, fut publié dans son intégralité après sa mort en 1563 par son grand ami Montaigne. L'amitié qui a lié les deux hommes est une véritable histoire d'amour, qui s'est terminée brutalement par la mort de la Boétie à l'âge de 33 ans. On peut ainsi, à partir de cette histoire racontée en 3 minutes,
lancer un débat philosophique. Mais les supports pour aborder ces notions, sur l'amour et l'amitié, sont nombreux, infinis dans notre patrimoine littéraire, théâtral, poétique. J'ai bien été obligée de faire une sélection, un choix. Et je vous rappelle que chacun construira son propre panthéon d'œuvres en fonction de sa sensibilité. En tout cas, voici le choix de support. J'aime beaucoup, par exemple, partir du mythe médiéval de Tristan et Iseult. Alors, Tristan et Iseult, dont la passion brûlante s'alimente de sa non-possibilité, dans une souffrance, mais il n'échappe pas dans un temps de jouissance. Oui, parce qu'on peut évoquer l'idée sur laquelle, pour certains, il existe une vraie religion de l'amour, ainsi compris ce qui ne peut-elle aboutir au du sacrifice. On peut expliquer, les élèves, que le roman Courtois a largement conditionné notre vision de l'amour, à nous les humains d'Occident. Il inspirera plusieurs siècles après, au XIXe siècle, le mouvement romantique. D'ailleurs, le romantisme ne cultive-t-il pas de ce point de vue une certaine forme de conjustice, où le désir même de souffrance n'est pas absent. Enfin bref, ça nécessiterait un autre webinaire. Nous pourrions aussi inviter les enfants à réfléchir à partir de la mythologie, parce que la mythologie est une source infinie d'inspiration. Donc ici, une réflexion à visée philosophique. Michel Tonnet, d'ailleurs, l'a très bien expliqué et développé. Regardons avec le mythe de Narcisse et d'Écho, par exemple. Narcisse était terriblement beau et attirant. Toutes les nymphes ont passé pour lui, mais il est resté indifférent à toute marque d'amour. Parmi ses admiratrices, Écho était la plus fervente. Mais Narcisse la rejeta. Et désespéré, Écho courut se cacher jusqu'à disparaître. Les dieux trouvèrent que ce Narcisse était bien vaniteux et qu'il méritait une punition. Ils l'attirèrent dans un bois et face à une caisse d'eau, Narcisse tomba éperdument amoureux de son propre reflet au point de se laisser mourir. En tombant dans l'eau, il se noya et à cette même place, une fleur de Narcisse apparut. On pourrait demander entre autres aux enfants, par exemple, d'après vous, dans l'amour, n'est-ce pas soi quand même d'abord? Je ne fais pas ici l'atelier philo sur Narcisse et Écho, on n'a pas le temps. Il y a aussi, le très beau livre d'Orphée et d'Eurydice, que j'utilise très souvent. Alors Orphée, musicien tourmenté par son art, je vous rappelle rapidement, Orphée s'apaise lorsqu'il tombe amoureux d'Eurydice, cette jeune l'a faite. Mais le bonheur est de courte durée, car Eurydice meurt des suites d'une morsure de serpent au pied. Fou de chagrin, Orphée décide d'aller chercher sa bien-aimée dans les enfers. Grâce à sa musique, il parvient à charmer Charon, le passeur des âmes, navigue sur le fleuve du Styx, ainsi que Cerbère, le chien de garde à trois têtes, et enfin Hadès, le dieu des enfers. Finalement, ce dernier lui accorde le droit de ramener Eurydice dans le monde vivant à condition, toutefois, qu'il ne se retrouve jamais jusqu'à la sortie des enfers. Hélas, Orphée, doutant d'être suivi par son épouse, ne peut s'empêcher de regarder derrière lui, lorsqu'il aperçoit Eurydice, elle disparaît à jamais. Et là, on peut demander aux élèves comment, par exemple, sur un atelier sur le chagrin d'amour, comment surmonter la perte de celui ou celle qu'on aime? Doit-on considérer que les gens qu'on aime, comme les choses que l'on aime, ne sont que des prêts que l'existence nous fait, qu'il nous faudra un jour les rendre? Avez-vous déjà ressenti aussi que la mort est injuste? D'où vient ce sentiment d'injustice? On le voit, on a ici également un trésor pour aborder la question de la mort. Alors, autre grande figure de la littérature de l'amour, c'est bien sûr Roméo et Juliette de Shakespeare. Il y a un bel atelier ici à mener. On peut leur résumer encore une fois l'histoire, leur dire que Roméo, montez-vous, et Juliette Capulet sont tombés éperdument amoureux, bien qu'ils soient issus de deux familles rivales. Et dans l'espoir de vivre son amour loin du carcan familial, et bien Juliette décide de faire semblant d'être morte, de simuler sa mort. Mais Roméo, qui n'en a pas été informé, la croit réellement morte et se suicide. Désespérée, Juliette se donne la mort à son tour. Et à la suite, sa famille se réconcilie. Là, on pourra vraiment mener un atelier sur l'amour-passion. On demandera par exemple au cycle 3, aux collégiens, aux lycéens, doit-on se battre par amour? Doit-on aller jusqu'à mourir par amour? Ainsi, on voit bien du mythe d'Orphée et d'Eurydice, de Tristan et Iseult à Narcisse et Égo, en passant par Roméo et Juliette, de Cyrano de Bergerac à Manon Lescaut. Les grandes figures archétypales de l'amour sont nombreuses et proposent d'excellents moyens pour susciter la réflexion avec des enfants. On profitera d'ailleurs de ces temps de débat pour leur donner à voir que la littérature est un trésor de concepts
philosophiques. J'ai par exemple eu l'occasion autrefois de présenter à des collégiens, à des lycéens, des romans comme Les souffrances du jeune Werther de Goethe, La nuit des temps de Barjavel, L'écume des jours de Boris Vian, Adolphe de Benjamin Constant, pour ne citer que, des œuvres littéraires vraiment qui se prêtent à lancer une discussion philosophique sur le thème de l'amour. Et souvent, quand les ateliers ont bien fonctionné, il n'est pas rare que ces jeunes décident de lire l'œuvre intégrale pour en savoir davantage. Donc, c'est toujours ça de gagner, moi, je pense. D'autre part, on peut aussi s'inspirer de notre époque pour aborder le thème de l'amour et de l'amitié, sans être obligé d'aller chercher dans des références littéraires. On peut leur proposer de réfléchir à nos modes de fonctionnement modernes, réfléchir à ce qu'ils vivent et à ce qu'ils expérimentent dans leur propre vie aujourd'hui. Il s'agira de questionner, par exemple, l'injection sociétale qui prévaut à l'heure du tout numérique et de la révolution technologique. On pourra les faire réfléchir aux nouveaux outils numériques qui nous incitent à multiplier les amis, les conquêtes, même si ce sont des relations la plupart du temps virtuelles. Quel questionnement cela soulève-t-il? C'est quoi cette société de consommation qui nous ordonne de toujours consommer toujours plus et souvent égoïstement? Pourquoi en est-on arrivé à consommer de l'amour, de l'amitié pour être populaire? Et c'est quoi être populaire? Qu'est-ce que ça dit de l'image que j'ai de moi? Lorsque ces deux sentiments, l'amour et l'amitié, sont examinés sous le prisme philosophique, lorsqu'ils sont analysés, scannés, décortiqués, on peut soumettre à leur réflexion un très grand nombre de questionnements. En quoi mieux comprendre ce sentiment, lorsqu'il est authentique, peut représenter finalement une oasis et un rempart contre le narcissisme, hein, cet amour de soi qui se développe, moi je trouve, de façon assez inquiétante ces dernières années, et même qui frise parfois à la pathologie psychiatrique, notamment sur YouTube et TikTok. On pourra lier le concept de l'amour ici à celui du regard de l'autre ou du jugement d'autrui. Enfin, vous le voyez, ces deux concepts nous interpellent aussi sur notre rapport à l'autre, sur notre rapport au monde et finalement à nous-mêmes. Aimer, c'est se réjouir, nous disait Aristote. Mais aimer autrui, est-ce que ça nous aide à mieux nous connaître nous-mêmes? Pourquoi aimons-nous? Qui aimons-nous quand nous aimons autrui? On voit bien qu'avec des élèves de cycle 3 ou de collège, ce type de réflexion peut apporter des prises de parole très intéressantes et souvent emplies de sagesse et de profondeur. Cette prise de conscience que leur pensée, elle s'est vraiment déplissée, qu'elle s'est déployée, qu'elle a été entendue par le groupe, c'est ça qui leur redonne de la confiance en eux et qui améliore l'image d'eux-mêmes chez les élèves. Alors, poursuivons avec nos supports inducteurs. On peut leur proposer aussi de s'appuyer sur un des très grands mythes fondateurs, celui d'Aristophane, et celui de la coupure originale. Dans ce mythe très inspirant, il est dit qu'à l'origine, les êtres humains étaient doubles. Ils étaient façonnés d'une seule pièce et tout en boule, et qu'ils étaient répartis en 3 espèces, mâles, femelles et androgynes. Ce mythe est absolument essentiel si on veut comprendre le mécanisme amoureux dans nos sociétés occidentales. Parce que, qu'est-ce qu'il nous raconte? Il nous raconte qu'un but de leur force, ces premiers humains donc, menaçait les dieux, les provoquait, les narguait. Alors Zeus prit la décision de les punir, de les affaiblir, et il les a fait couper en 2. Ils furent ensuite recousus, ce qui expliquerait la marque du nombril, et leur sexe fut replacé devant. Chassé du paradis et de la plénitude, l'homme, l'être humain, fut ainsi condamné à ce qu'on appelle la séparation. Chaque partie, dès lors, s'en alla en quête de sa moitié perdue, et donc de cette complétude originelle. Alors ce récit mythologique raconte que quand les parties se retrouvent, enfin, ce sont des transports, des enlacements, c'est la fête. Ici, croyez-moi, les élèves sont littéralement captivés quand vous leur racontez le récit. Ça se raconte en 2 minutes. On peut alors lancer une discussion et leur demander, alors d'après vous, est-ce que l'amour naît de ce manque, de cette nostalgie d'une complétude perdue? Autrement dit, vous le voyez bien, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de susciter la réflexion en leur demandant s'ils partagent la vision de certains pour qui l'amour serait cette tension, cette quête vers cette autre moitié perdue, cette moitié d'orange dont nous parle Laborie et qui nous manque. On pourra leur demander, pensez-vous que finalement, toute sa vie, on cherche désespérément cette autre moitié de nous-mêmes pour recréer l'unité? Pourquoi est-ce que les anciens ont-ils inventé cette histoire? Mais on peut également leur parler d'un autre grand récit littéraire, celui de Cyrano de Bergerac et de son amour pour Roxane. Certains peuvent trouver le héros stupide, menteur, manipulateur ou cruel,
Edwige, si tu m'entends. Menteur pour avoir caché son amour et finalement avoir menti à Roxane. D'autres, au contraire, le trouveront admirable. Admirable de s'être sacrifié pour laisser à Christian une chance de vivre l'amour avec celle qu'il aimait. Et là, de très nombreux questionnements peuvent émerger également de ce magnifique texte littéraire d'Edmond Rostand, si bien écrit. Le problème de l'amour n'est-il pas de se déclarer éternel? Est-ce que l'amour nécessite un sacrifice? Lequel? Peut-on aimer toujours? Peut-on vivre sans amour? On peut leur demander si l'amour n'est pas qu'une illusion finalement. Et si oui, est-ce qu'il n'est pas une illusion nécessaire? Nous-mêmes, adultes, animateurs d'ateliers philo, enseignants, en préparant nos séquences, nos plans de discussion, posons-nous la question. L'amour ne serait-il qu'un sentiment de captation affective, sexuelle? On le voit, les supports ne manquent pas pour initier un débat autour de l'amour ou de l'amitié. On peut aussi partir de simples citations. Ça, j'ai des collègues qui font ça pour aborder cette question de l'amour. On peut, par exemple, si on s'intéresse à la question du conflit dans la relation amoureuse ou dans la relation amicale, on peut partir d'une réflexion d'Alfred de Musset lorsqu'il écrivit « Le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. Qu'en pensez-vous? Peut-on s'aimer et se disputer? Est-ce que l'amour authentique transcende? Est-ce qu'il dépasse les différences, les préjugés, les incompréhensions? Est-il plus facile d'aimer quelqu'un qui nous ressemble ou quelqu'un de très différent? Peut-on être donc différent et amoureux quand même? Y a-t-il plusieurs façons d'aimer? Est-ce que l'amour peut rendre fou? Est-ce qu'il se produit par hasard? Est-ce qu'il ne nous donne pas parfois l'impression d'une nécessité? Et quelle est la place de l'individu dans la relation amoureuse ou dans la relation amicale? Peut-on réellement connaître la personne qu'on aime? Vous le voyez, je vous noie sous plein d'infos, j'en suis consciente. Mais il faut dire qu'il y a une multitude de questionnements. Et c'est toujours l'occasion d'expliciter le sens de ces mots, d'en dévoiler l'étymologie, les connotations, les implicites. C'est une approche qui est mal connue des élèves, mais qui plébiscite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout cela permet de co-construire une culture commune. Hein. Et bien entendu, je reviens là-dessus encore une fois, d'enrichir le vocabulaire. Parce que c'est dans les mots que naît la pensée. Et c'est en elle qu'elle s'incarne. L'occasion de souligner aussi combien le mot d'amour est polysémique. Alors, quelle différence faites-vous entre l'amour de son prochain, l'amour de la patrie, l'amour de la vie, l'amour propre, l'amour possessif, exclusif? On peut partir aussi de cette autre citation du dramaturge Corneille, qui a écrit « L'amour, l'amour est un tyran qui n'épargne personne ». On peut leur présenter rapidement qui était Corneille et leur demander si, selon eux, l'amour est source de bonheur, mais aussi de malheur. Est-ce que l'amour se décrète? Est-ce qu'on peut décider d'être amoureux? Est-ce qu'on peut décider de ne plus aimer? Voilà, avec les cycles 3, les collégiens, les lycéens, on peut aussi profiter de l'occasion, et ça sera bientôt la fin, ne vous inquiétez pas, pour leur parler d'un philosophe existentialiste du XXe siècle, Jean-Paul Sartre, qui a décrété que la fidélité dans l'amour, c'est enchaîner l'autre. On pourrait questionner les élèves et leur demander si aimer, c'est être fidèle, c'est quoi la fidélité? Encore une notion philosophique, connexe de l'amour, et qui restera intéressante à éclaircir. On pourrait passer des heures à susciter leur questionnement, tant ce sentiment est complexe et tant il a nourri l'art et la littérature. Avec les plus grands, on peut aussi, justement sur ce binôme philosophique fidélité-jalousie, leur présenter la pensée de La Rochefoucauld quand il dit « il y a dans la jalousie plus d'amour propre que d'amour » et leur demander ce qu'ils en pensent. Est-ce que l'amour rend toujours meilleur? Vous voyez, ces questions, peut-être ici, vous allez certains les trouver peu adaptées en termes de vocabulaire à des élèves de cycle 2 ou de cycle 3. Bien sûr qu'on va adapter en tant qu'animateur son lexique à l'âge des élèves, mais il est capital que l'adulte qui décide d'animer un atelier de philosophie sur cette notion ait au préalable exploré toutes les facettes du concept pour être vraiment en mesure d'en parler correctement, de guider, d'accompagner les enfants dans la construction du débat. L'animateur sera alors beaucoup plus à l'aise pour étayer le débat. Alors à présent, je vais passer à la dernière partie de mon intervention, c'est-à-dire la partie pratique,
en vous proposant des supports et des fiches de préparation. Mais je m'arrête, est-ce que vous avez quelques questions? Alors, il y a quelques petites questions. Alors, il y a Claire qui voulait avoir des exemples pour des petits, donc je pense plutôt des cycles 1, j'imagine. Donc, Nathalie a donné quelques titres dans le chat, merci à elle. Mais est-ce que vous auriez déjà cycle 1 et cycle 2, précise-t-elle? Est-ce qu'il y aurait Alors, des supports justement pour ces plus jeunes? bah, écoutez, c'est l'objet du dernier axe de l'intervention. J'espère qu'elle va trouver son bonheur. donc, donc voilà, j'en arrive à la cinquième partie donc je poursuis donc. Encore deux petites interventions. Il y a Charlie qui, bon, Cyrano aime-t-il Roxane? Point d'interrogation. Ça, c'était une petite. Je vois très bien de quoi parle Charlie, la coquine. Oui, c'était un débat qu'on a eu quand on était ensemble, la promotion du canal historique avec Edwige Cherouter à Nantes. Ouais, je me suis sentie un petit peu toute seule contre 40 étudiants qui défendaient l'idée que Cyrano était un salaud, alors que moi, je suis désolée, mais pour moi, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Mais bon, le sujet n'est pas là aujourd'hui. Mais bravo, Charlie, d'avoir repensé à ça. Tu as raison. Une petite, voilà, Madeleine de Proust. Et Evelyne qui dit présupposer, il y a du plaisir dans les disputes. Oui, c'est vrai. Et il y a du plaisir dans les disputes. Ça, on pourrait l'extraire justement. Parce que là, je vous donne une phrase, enfin une question. Mais quand on prépare la séquence, elle peut même d'ailleurs se déployer sur 2 ou 3 séances. Bien évidemment qu'on va d'abord entrer de manière progressive dans le débat. D'abord en ayant effectivement dégagé les présupposés, en ayant extrait la problématique, enfin, l'ensemble des questions. Tout à fait, Evelyne, tout à fait. Voilà. Alors, je continue rapidement. Du coup, on a vu rapidement donc la notion d'amitié peut paraître ne relever que de la sphère privée. On va revenir un petit peu à la notion d'amitié et ne relever que de la sphère privée et n'avoir aucune signification finalement psychologique. C'est pour ça qu'il est intéressant avec des enfants et pour des enfants de prendre conscience que l'amour comme l'amitié sont en quelque sorte des rapports à autrui très singuliers qui se doivent d'être compris, qui se doivent d'être distingués. On n'aime pas ses parents comme on aime le chocolat, comme on aime ses copains, comme on aime son amoureux. On a vu que la littérature, comme les mythes fondateurs, sont d'excellents tremplins pour lancer une discussion. Mais si on ne se sent pas à l'aise avec tous ces genres très littéraires, il existe aussi heureusement un autre univers absolument riche et fécond, et peut-être plus facile d'accès, c'est celui de la littérature de jeunesse, que tous les enseignants connaissent bien sûr, mais aussi celui du cinéma, de la bande dessinée, de la peinture, de la sculpture, du street art, qui propose de merveilleux supports déclencheurs à la discussion. Examinons quelques-uns de ces supports justement qu'on peut leur proposer. Alors, je rappelle que choisir son thème, préparer son plan de discussion sont 2 moments fondamentaux de préparation quand on veut lancer un débat philo. Alors, je passe sur les dilemmes aussi qu'on peut proposer qui s'articulent autour d'une contradiction. On pourrait, par exemple, proposer comme dilemme dans l'amitié, est-ce qu'on peut dénoncer un ami qui a enfreint ses règles? Est-ce qu'on peut trahir un ami si on juge qu'il s'est mal comporté? Finalement, qu'est-ce qu'une véritable amitié? Qu'est-ce qu'un véritable amour? Faut-il du temps pour tisser un lien d'amour ou d'amitié? Bref, alors revenons à mes supports. Moi, j'aime bien, par exemple, partir du conte philosophique de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, pour les amener à réfléchir sur la construction du lien d'amitié, de ce que le renard appelle l'apprivoisement. Et ça, je pense que ça dépend du niveau de ses élèves, de sa classe. En fait, ça dépend de l'alchimie du groupe. Mais avec des GSCP, on peut, et même un petit dessin animé qui relate le chapitre 21 sur la rencontre entre le Petit Prince et le renard, qui peut vraiment servir de support intéressant. Sans pour autant, bien sûr, utiliser les versions intégrales, comme je le disais plus haut, on peut juste résumer l'histoire, la raconter, comme un conteur le ferait. On peut s'appuyer sur des documents iconographiques. Comme je vous le disais, moi, pour le Petit Prince, j'aime bien leur lire le chapitre 21, et ça fonctionne très très bien, à partir, on va dire, CP1. Là, je vous ai mis quelques supports, bien sûr.
Je vais vous présenter tout à l'heure des fiches aussi par rapport à ça, par rapport à ces supports que vous voyez. Il faut savoir que lors d'un atelier philo, le travail réflexif, il va se faire avec d'autant plus de puissance qu'on va s'appuyer sur des supports riches anthropologiquement et d'une grande qualité littéraire. Je sais bien qu'on pourra me rétorquer qu'en l'état actuel des choses, nos enfants sont de moins en moins lecteurs. Mais moi, je défends l'idée qu'à un moment donné, bah, peut-être il faut sortir de la simple déploration, aïe aïe aïe, quelle misère, et tenter l'aventure. Et tenter l'aventure en initiant des actions pour redonner le goût de la lecture. Alors, je ne dis pas que ça va marcher à 100%. Mais enfin, on apprend à penser en pensant. Moi, j'ai l'espoir qu'on apprenne le plaisir de lire en lisant. Bref, en tout cas, tous ces supports vont permettre à l'enfant de se décentrer pour pouvoir s'approprier le monde de la pensée par le déplissement de leurs propres pensées, de leurs propres émotions. Vous avez par exemple ici l'ouvrage, l'excellent ouvrage d'Edwige Cheruter, Atelier de philosophie à partir d'albums de littérature de jeunesse. Bien sûr, toute la série des philofables de Michel Picmal. Mais je reviens à Edwige, elle le dit très bien, je la cite. Le texte littéraire est un support privilégié pour apprendre à philosopher. En effet, l'enfant, dans les balbutiements de sa pensée réflexive, ne sait pas ou ne peut pas sortir de sa subjectivité. Il s'agit donc de l'aider à s'émanciper de son seul point de vue. Alors voici quelques titres, hein, mais c'est une présentation très peu exhaustive, on est d'accord. Vous avez par exemple les goûters philo avec pour préparer vos séquences. Vous avez ces histoires de Claude Ponty, vous avez les amoureux du palais de glace de Michel Picmal. D'autres pistes sur l'amitié. Alors ça c'est sur l'amour. Vous avez bien sûr le Cyrano de Bergerac, vous avez Roméo et Juliette, vous avez les amoureux légendaires de Gudule, le tigre amoureux, l'amoureux de Rebecca d'Outremer. Et j'en suis à ma slide. Voilà, vous avez Libéré Lily d'Yvan Pomeau. J'adore Yvan Pomeau. Akiko l'amoureuse. Ça charge, ça charge. Sur l'amitié, par exemple, vous avez bien évidemment Jean de la Lune. Alors là, on va parler plutôt de la fraternité. Finalement, l'amitié entre les humains, la fraternité. Vous avez Marcel et Hugo d'Anthony Brown et puis Otto de Tommy Ungerer. Donc, tous ces auteurs, Anthony Brown, Tommy Ungerer, Rascal, Elzbieta, Klaus Ponty, j'en passe, c'est vraiment des auteurs avec lesquels je travaille depuis 20 ans. Mais je sais qu'il y a une foule de jeunes auteurs aujourd'hui qui n'ont absolument rien à envier aux grands auteurs classiques. Le site Ricochet est une très bonne plateforme pour effectuer des recherches. De toute façon, il faut bien comprendre que chaque animateur, en fonction de sa sensibilité, chaque parent, en fonction de sa personnalité, va choisir les supports qui serviront le mieux son propos. Il existe aussi des œuvres d'art ou des photolangages qu'on peut fabriquer soi-même. Je vous en montre quelques-uns. Alors ça, c'est toujours des supports pour des albums de littérature concernant l'amitié, avec Marcel et la Mauviette, très intéressant, une histoire à 4 voix de Anthony Brown. La brouille de Claude Boujon, sur le thème de la dispute. Le temps file, voici quelques... Alors, juste sur l'album de Tommy Ungerer, Jean de la Lune, alors je vous propose... Alors, je crois que je me suis un petit peu perdue là avec mes diapos. Attendez, hop. Chargement. Alors ça, c'est... Voilà. Ça, ce sont des œuvres d'art qu'on peut soumettre aussi à la réflexion pour un atelier philo sur l'amour. Vous avez également... des photographies, du street art, des peintures, des œuvres d'art picturales qui peuvent servir aussi à lancer un débat. Un photolangage. Chaque participant doit choisir une des images, la décrire et puis expliquer pourquoi il l'a choisie, qu'est-ce qui lui a paru le plus percutant, le plus caractéristique, symbolique, puissant et pourquoi. Et on extrait ensuite évidemment la problématique. Mais il y a également l'album Tommy de Ungerer, qui est un support très riche d'un point de vue anthropologique, puisqu'il aborde bien sûr les questions de l'amitié, mais aussi les questions de la guerre, de sa barbarie et de la Deuxième Guerre mondiale. Ou encore l'album de Rascal, Côté Cœur, qui va aborder la notion de racisme et de préjugés. D'ailleurs, voici un petit exemple de fiche très peu exhaustive, je tiens à le dire, hein, qui peut tout à fait être améliorée.
sur l'album de Jean de la Lune, avec type de questions que vous pourriez poser pour lancer la discussion à visée philosophique. Évidemment, il est à souhaiter que d'autres questions qui viendront des enfants émergent et qui pourront être justement débattues. Nous avons également côté cœur de Rascal, entre Anissa et François, qui ont du mal à vivre leur histoire d'amour parce qu'évidemment, il y a des problèmes de racisme et d'intolérance. Voici quelques questions que je vous laisse découvrir. Qui fonctionne super bien avec les cycles 2, cycle 3, sur l'amour et les différences. Et enfin, évidemment, Le Petit Prince, qui est un incontournable à mon avis. Voilà, on arrive à la fin de mon intervention. Alors, je voudrais vous dire simplement qu'après des centaines d'ateliers philosophiques menés à l'école comme dans la cité, je n'oublie jamais que je continue à apprendre moi aussi chaque jour. Et à cet égard, je rejoins ce que disait une dame que j'adore, vraiment, Marie-France Daniel, qui travaille à l'Université de Montréal et qui a dit « L'animateur croit en l'intelligence et en la capacité de pensée autonome et critique de l'enfant, mais la personne qui enseigne est aussi une personne qui apprend. » Tellement vrai. En conclusion, je suis bien consciente que ce que je vous ai proposé ici n'est absolument pas abouti. J'espère vous avoir donné quand même quelques clés si vous voulez proposer ce type d'atelier à vos élèves ou à vos enfants. Quant à moi, je compte poursuivre bien évidemment l'exploration de cette pratique, car je suis persuadée, comme le dit Mathieu Lippmann, que comme éducateurs, nous avons une lourde responsabilité dans le manque de raisonnabilité de la population mondiale. Et je terminerai également mon propos par deux autres pensées qu'il faut, à mon sens, garder à l'esprit, parce qu'elles incarnent deux visions que j'estime fondamentalement incontournables quand on se lance dans cette pratique. D'abord, celle de Jacques Rancière, évidemment, tirée du Maître ignorant publié en 1987. Enfin, là, il s'agit évidemment de Joseph Jacotot. L'intelligence n'est pas possible sans l'égalité. C'est pour cela qu'il faut faire advenir une société d'émancipés, une communauté des égaux, une communauté qui répudierait le partage entre ceux qui savent d'une part et ceux qui ne savent pas, entre ceux qui possèdent et ceux qui ne possèdent pas la propriété d'intelligence. Et enfin celle-ci, d'Hannah Arendt, parce qu'elle guide résolument ma démarche depuis toujours quand j'anime des ateliers philo, et ce d'autant plus avec plus d'acuité en ces temps troublés et déroutants qu'on traverse en ce moment. Voilà, à présent, chers participants, je vous propose, si on a le temps, je ne sais pas, un temps d'échange. Voilà. Eh bien, actuellement, il n'y a pas de questions, il y a des remerciements. D'accord, très bien. Des merci qui arrivent. Merci de finir à l'heure aussi, Myriam, parce qu'on a commencé avec un peu de retard. J'ai cavalé. Surtout qu'on avait été très stressés par les problèmes de connexion du début. Écoutez, voilà, moi je vous remercie infiniment pour votre. J'ai très envie de s'élancer avec ses élèves de grandes sections, donc je pense que vous avez donné envie et de la matière pour que chacun puisse s'essayer, chacun et chacune. Avec les grandes sections, alors évidemment, ça va dépendre, et les enseignants le savent, d'une année à l'autre, une enseignante de GS ou de CP ou de GSCP peut avoir des classes très très différentes. Mais alors des fois, il y a des groupes, vraiment, je vous assure que je suis estomaquée par rapport à des ateliers avec des collégiens. Là, il faut vraiment ramer, il faut gratter pour que, parce qu'ils sont déjà dans l'espèce de glu de l'adolescence qui les recouvre, et pour faire en sorte qu'ils sortent du moule et pour pouvoir enfin s'exprimer en leur propre nom. Alors qu'en primaire, la spontanéité est extraordinaire, quoi. Alors, Charlie, as-tu des idées d'activités après la discussion sur le thème de l'amour?
Alors, en général, enfin, je ne sais pas comment ça se passe pour les camarades qui interviennent dans les classes. Euh, je, 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 je viens pour un certain nombre de séances et malheureusement, j'utilise tout ce temps-là pour les mettre en activité réflexive. Mais je propose aux enseignants, et certains d'ailleurs le font d'eux-mêmes, des exploitations pédagogiques qu'ils vont faire ensuite en classe, vous voyez, parce qu'ils les ont toute la journée. Donc après, effectivement, il y a des enseignants qui vont lancer un travail d'écriture de poèmes collectifs, de rédaction d'un article de presse, de photos, de dessins avec des expositions dans le hall de l'école. Il y a des écritures, il y a des ateliers d'écriture poétique que j'aimerais, mais bon, malheureusement, je ne suis pas mandatée, enfin, je ne suis pas missionnée pour animer ces temps d'exploitation. On me fait venir pour les ateliers philo. Après, voilà, je peux donner des pistes et il y a d'ores et déjà des enseignants qui le font spontanément. Ouais, ouais, ouais. Si c'était ma classe, ça serait autre chose, quoi. Voilà. Ben oui. Évidemment. Bon, je pense que les idées sont quand même faciles à trouver. Il y a beaucoup de pistes d'exploitation. J'espère que, en tout cas, on aurait pu aborder ce webinaire de plein d'autres façons. C'était très compliqué pour moi de me mettre d'accord avec moi-même déjà. Mais bon, voilà. Alors, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que ça veut dire, c'est que ce sentiment, l'amour, ce sentiment, l'amitié, il est au cœur de nos interactions et il est important de les penser et de les discuter, de les mettre en mots et de les confronter avec ce qu'en pensent les autres. Parce que finalement, ben, ça nous donne plus d'armes et plus d'outils pour être heureux, quoi, pour atteindre le bonheur. Quand on a réfléchi à quelque chose, on est plus libre, forcément, comme les prisonniers de la caverne. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Pour répondre à Amélie qui nous demande si le PowerPoint pourra être disponible, étant donné que cette conférence a été enregistrée, je vous propose de l'adresser aux inscrits dès que ce sera prêt. Voilà, donc vous recevrez d'ici peu la conférence avec le PowerPoint. Okay. C'est toi qui t'en charges, Isabelle. Ouais. Oui, on va s'en occuper. Eh ben, merci à toi, en tout cas. Merci à Canopé, parce que vous êtes partout sur le terrain, en dépit des attaques que vous subissez et en dépit de la baisse des budgets que vous subissez aussi. Eh bien, vous êtes toujours au taquet et franchement, s'il faut se battre pour que vous continuiez d'exister, on se battra. Tonnerre de Brest. Alors, c'est très, très gentil. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Oui, en effet, on essaye de répondre aux attentes de tous et puis de faire au mieux notre travail. Eh bien, merci à toi, Myriam. C'est toujours un plaisir de t'écouter et de travailler avec toi. Je remercie tous les participants. Je vous souhaite une excellente soirée et puis à bientôt. À bientôt à tous. Au revoir.